Les 40 clés de l'immobilier. Acheter au bon prix et en toute sécurité. Achat dans l'ancien, à quoi faut-il faire attention? Faut-il réellement investir dans les studios, les parkings? Achat à deux, même amoureux, comment rester prévoyant? Peut-on transformer un local commercial en habitation? Acheter un logement neuf, la bonne idée? Les 40 clés de l'immobilier répond à ces questions, et à bien d'autres, pour accompagner le lecteur à chaque étape de sa démarche d'achat d'un bien. De l'anticipation des risques du marché à l'évaluation du bien et à la sécurisation de l'achat, il apporte tout le savoir-faire et l'expérience des notaires. Analyse fine du marché, conseils juridiques et patrimoniaux, facteurs de valorisation d'un bien, mythe de l'immobilier, l'essentiel à savoir avant de se lancer. L'accession à la propriété, un enjeu public autant que privé. Devenir propriétaire, c'est, pour beaucoup de Français, l'ambition d'une vie. Bâtir et aménager un logement à son image, se libérer des contraintes de la location, transmettre un patrimoine à ses enfants ou encore, tout simplement, trouver son lieu de vacances idéal. Selon les cas, cette ambition peut revêtir des objectifs variés. Tout aussi diverses apparaissent les modalités suivant lesquelles peut se réaliser le projet, même si près de 9 actifs sur 10 aimeraient opter à condition d'en avoir la possibilité pour une maison individuelle. Mais on n'acquiert pas de la même manière dans toutes les régions ou toutes les villes, selon l'âge que l'on a atteint, ou encore selon la catégorie socio-professionnelle à laquelle on appartient. Ainsi, disposer d'une maison spacieuse où les combles sont aménageables ou permettant de réaliser une extension peut apparaître essentiel pour qui doit loger une famille avec enfants, alors qu'un jeune célibataire se contentera plus volontiers d'un appartement petit, mais situé au cœur de l'animation d'une grande ville. De même, les retraités préfèrent parfois troquer la charge de l'entretien d'une maison contre la commodité d'une habitation collective. Le cadre moyen, qui peut aspirer à une belle maison à proximité d'une ville moyenne, sera, à Paris ou à Bordeaux, conduit à resserrer ses ambitions au sein d'un appartement de dimension modeste. Nul doute que chacun puisse trouver le type de produit qui lui convient, car le parc immobilier français se caractérise par sa grande hétérogénéité en termes d'emplacement, de type de construction, de voisinage, de niveau de confort, de superficie, de nombre de pièces. Une tendance se dessine cependant. Les acquéreurs portent généralement à 80% leur choix sur un bien ancien, c'est-à-dire un logement qui a déjà fait l'objet d'au moins une transmission. Il leur serait d'ailleurs difficile de faire autrement. La très grande majorité des maisons et appartements offerts à la vente, en France, a été construite il y a plus de 20 ans, près du tiers des habitations a même été bâties il y a plus de 50 ans. Il n'en reste pas moins que, du rêve à la réalité, il y a un pas de plus en plus difficile à franchir. L'accession à la propriété rencontre depuis plusieurs années des freins importants, en tout cas dans les milieux urbains. En cause, le prix du mètre carré qui, depuis 40 ans, a augmenté de manière régulière malgré des périodes plus ou moins brèves de reflux et rendu l'acquisition d'une maison ou d'un appartement inabordable pour certains de nos concitoyens. Ainsi, il faut 30 ans à un ménage de 2 adultes avec un enfant pour devenir propriétaire d'un appartement de 65 mètres carrés au centre du Grand Paris, contre 15 ans à Lyon et à Bordeaux, 12 ans à Toulouse ou 11 ans à Rennes. Le rapport du Commissariat général à l'égalité des territoires sur la cohésion des territoires de juillet 20181 met en évidence la difficulté qu'éprouvent, en particulier, les plus modestes à se loger dans les zones urbanisées. Au sein du Grand Paris, par exemple, les professions supérieures sont surreprésentées au centre de la capitale, quand les classes moyennes et populaires s'en trouvent progressivement exclues, contraintes de s'éloigner vers la périphérie. Aussi la question du logement occupe-t-elle aujourd'hui une place centrale dans les politiques publiques. Bien que certains économistes mettent en cause l'efficacité des politiques du logement, les pouvoirs publics n'ont cessé de proclamer leur désir d'aider les accédants à la propriété. Les dispositifs mis en œuvre se sont succédés inlassablement: subventions directes, aides fiscales, bonification de prêts, aides personnelles au remboursement. Si l'on connaît certaines des initiatives de l'État à cet égard, beaucoup ignorent que les collectivités locales, communes, départements, régions ou des établissements publics aides de l'ANAH, de l'ADEME, etc. offrent, eux aussi, certains instruments. Cette aide des pouvoirs publics est appréciable pour les accédants à la propriété.
Car même si les ménages ont profité du niveau exceptionnellement bas des taux d'intérêt, ils ont dû, dans le même temps, supporter les hausses considérables des prix de l'immobilier. À Paris, par exemple, les prix constants, c'est-à-dire tenant compte de l'inflation, ont plus que triplé au cours des 30 dernières années. Si bien que les Français consacrent désormais près de 20% de leurs revenus aux dépenses de logement, selon l'INSEE. Le logement se situe, en outre, au carrefour de nombreux enjeux politiques. Perçu par les pouvoirs publics comme un facteur de stabilité sociale et de responsabilisation, le statut de propriétaire est souvent considéré comme un outil d'intégration et d'implication dans la vie de la cité. L'immobilier représente également un secteur économique essentiel. Le dynamisme de la construction génère croissance et recettes fiscales, il procure des emplois précieux en période de chômage, l'entretien et la modernisation du parc immobilier concourent aux objectifs environnementaux, par exemple au travers de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La vente immobilière, un processus juridique spécifique. À mesure que les pouvoirs publics ont encouragé l'accession à la propriété et que celle-ci s'est démocratisée, il est apparu nécessaire de procurer davantage de protection aux acquéreurs. S'en est suivi une évolution de la réglementation applicable à la vente immobilière, initialement régie par un principe de liberté contractuelle, le fait que le vendeur et l'acquéreur se mettent d'accord sur les points essentiels de la transaction suffisait traditionnellement à rendre la vente valable. L'acquéreur non professionnel, et encore plus le primo-accédant, ont été les bénéficiaires de toutes les protections mises en place depuis plus de 30 ans par les pouvoirs publics. Ne réalisant d'acquisition immobilière qu'une ou deux fois dans leur vie, ils n'étaient en effet pas censés connaître l'immeuble acquis, ni les différents pièges de la propriété. C'est pourquoi la législation a été à plusieurs reprises modifiée. Par exemple, un délai de rétractation postérieure à la vente a été instauré afin de lutter contre les achats d'impulsion ou les offres de vente ne renseignant pas suffisamment l'acquéreur sur des éléments stratégiques. Cette possibilité, d'abord offerte à l'acquéreur qui ne pouvait pas trouver de prêt bancaire, loi Scrivener de 1979, a ensuite été élargie et trouve désormais son support lors de la signature de l'avant-contrat de vente. De la même manière, le législateur a imposé aux vendeurs la production de plusieurs diagnostics techniques afin de renseigner l'acquéreur sur certains aspects du logement en cause: gaz, électricité, amiante, risques naturels, miniers et technologiques, surface du bien. La protection, de même, était étendue aux contrats que l'acquéreur passe avec certains professionnels, banques, assurances, pour réaliser son projet immobilier. L'objectif est d'amener le particulier à prendre la correcte mesure de la portée des contrats qu'il signe. Mais, si le droit de la consommation a ainsi imprimé sa marque au droit de la vente immobilière, c'est au prix d'une certaine complexification, et surtout d'un véritable foisonnement des démarches à accomplir. La vente immobilière est devenue plus difficile à appréhender pour les non-spécialistes. Ce processus, qui requiert de la rigueur, s'échelonne désormais dans le temps. Une telle présentation ne doit pourtant pas décourager. Si le processus de la vente immobilière est effectivement complexe, c'est afin de permettre la prise en compte de tous les intérêts en présence, et surtout, pour assurer au mieux leur protection. Les parties ne sont d'ailleurs pas seules pour affronter les démarches et diligences que requiert l'opération: agents immobiliers, banquiers, notaires, géomètres experts, thermiciens, services d'urbanisme, concourent à assurer la protection mise en place et accompagnent le vendeur, comme l'acquéreur, dans le parcours de la transaction immobilière. Le notaire, en particulier, appelé à jouer un rôle prépondérant pour réunir en amont tous les documents nécessaires à la conclusion de la vente, accomplir les formalités de publicité foncière et veiller à la bonne exécution du contrat. Expert du patrimoine immobilier, il est aussi compétent, à la demande des parties, pour leur apporter un conseil patrimonial approfondi et leur permettre d'intégrer le projet immobilier dans une perspective patrimoniale plus large. Quels sont les risques encourus pour l'acquisition d'un bien immobilier ancien? Comment hâter le processus de la vente immobilière? Comment protéger, au regard de cette résidence, les enfants ou le conjoint si l'acquéreur décède? Ces questions, et tant d'autres, sont celles qui intéressent les milliers de Français qui, chaque année, franchissent le seuil des offices notariaux en vue de mettre en œuvre leurs projets. Déterminer le juste prix d'un bien, mission impossible? Si la vente immobilière est aujourd'hui devenue une procédure très encadrée, les parties fixent toujours librement,
pour l'essentiel, le prix de vente de l'immeuble. C'est pourquoi, même si l'achat immobilier implique une L'immobilier, valeur refuge ou valeur spéculative, qu'adviendra-t-il du marché immobilier français? Le marché de l'immobilier français n'est pas un ensemble homogène. Il paraît évident de dissocier l'immobilier des grandes agglomérations de celui des régions rurales, l'immobilier de luxe de celui plus ordinaire. Malgré les disparités en termes d'attractivité du territoire et de spécificités intrinsèques du bien, des tendances générales apparaissent et un certain nombre d'analystes anticipent une chute importante des prix en raison de l'éclatement de la bulle spéculative qui nourrit le marché de l'immobilier français depuis une dizaine d'années. Cependant, l'immobilier occupe une place privilégiée dans le placement de l'épargne des Français qui perçoivent les actifs immobiliers comme une valeur refuge face aux variations incontrôlées et parfois absurdes de la valeur des actions et des obligations sur les marchés financiers. Il semble, cependant, illusoire de penser que les actifs immobiliers français ne sont pas soumis à la spéculation des investisseurs compte tenu de la hausse importante des prix de l'immobilier et de sa déconnexion par rapport aux facteurs dits fondamentaux. En effet, une bulle spéculative, schéma 1, représente une situation où le prix d'un actif financier augmente indépendamment des facteurs dits fondamentaux, qui déterminent sa valeur naturelle. Kindleberger, 1994, explique que précédant une bulle spéculative, l'optimisme s'installe dans un climat de confiance et de prospérité durable. La hausse des prix est en cours et s'alimente d'elle-même jusqu'à tourner à l'euphorie spéculative. La dynamique d'une bulle spéculative repose sur une perte de rationalité et un excès de confiance et d'euphorie. Pour Albouy, 2005, l'important à ce stade n'est plus de savoir si l'action est à son juste prix sa valeur fondamentale mais d'anticiper ce que les autres vont faire. La hausse entretient alors la hausse et le marché se déconnecte de la réalité économique. Par conséquent, la rationalité individuelle de l'investisseur n'est pas déconnectée de l'irrationalité collective du marché, ou Blanchard, 1979. Keynes a montré qu'il existe une rationalité à anticiper ce que les autres intervenants anticipent puisque celle-ci est auto-validante. La hausse du cours s'explique par les anticipations des investisseurs et le comportement mimétique qui en découle. Si le prix intrinsèquement justifié d'un bien n'est pas corrélé à son rendement, sa fixation demeure incertaine. Tant que les facteurs fondamentaux justifient une hausse des prix et qu'un nombre suffisant d'acteurs se montrent confiants, on ne peut guère évoquer une bulle immobilière d'eux. Par conséquent, un certain nombre d'analystes prédisent que la tendance haussière, de ces dernières années, qui a commencé à s'essouffler voire à infléchir selon les régions, se retournera de manière significative, modifiant en substance la relation qu'entretiennent les Français avec l'immobilier. Tout porte à croire que les actifs immobiliers français sont soumis à une euphorie spéculative qui cessera incessamment sous peu réduisant les prix de l'immobilier de 30 à 50% en 7 ans environ. Nonobstant ces thèses, le marché de l'immobilier français ne s'apparente pas à celui de l'Espagne ou des États-Unis, deux pays ayant connu une explosion de leur bulle spéculative, et ces particularités nuancent la théorie selon laquelle les prix de l'immobilier français vont connaître une baisse significative et prolongée. Cet article vise à apporter une réflexion sur le devenir du marché de l'immobilier français, lieu de confrontation de l'offre et de la demande, compte tenu notamment de l'environnement économique actuel et d'une éventuelle bulle spéculative concernant le prix des actifs immobiliers français. Ce cas nous permettra d'analyser le fonctionnement, en général, d'un marché qui organise les échanges et dont les interactions entre l'offre et la demande permettent de déterminer les conditions de l'échange et le prix de marché, une information essentielle qui contribue à assurer une coordination de multiples décisions économiques dont celle d'investir. L'immobilier français, une valeur spéculative, promis à un effondrement prochain? L'évolution à long terme des prix de l'immobilier déconnecté des facteurs fondamentaux. La France connaît une augmentation soutenue des prix de l'immobilier depuis les années 1990. Ils ont été multipliés par 2,6 alors qu'ils sont restés constants en Allemagne. La France est le seul pays ayant conservé des niveaux de prix de l'immobilier supérieurs à ceux enregistrés en 2007 avant la crise des subprimes. Cette évolution des prix, déconnectée des facteurs dits fondamentaux, laisse penser qu'elle pourrait s'apparenter à un éclatement de la bulle spéculative. Un des premiers facteurs fondamentaux est le revenu annuel moyen d'un ménage français. Jacques Frigui, voir schéma 2, relève que, de 1965 à 2000, l'indice du prix des logements en France a augmenté approximativement au même rythme que le revenu par ménage, tunnel de Frigui, ou courbe de Frigui, mais a ensuite cru beaucoup plus rapidement, atteignant en 2007 puis en 2010 un niveau supérieur de 70% à cette tendance longue. Ainsi,
le prix des logements est passé de 2,5 fois à plus de 4 fois le revenu annuel moyen par ménage. Jacques Frigui argue que le prix des logements rejoindra à terme cette tendance longue, l'incertitude portant sur le rythme auquel ce retour s'effectuera. Un scénario rapide correspondrait à une diminution cumulée du prix des logements de 35% en 5 à 8 ans, un scénario lent correspondrait à un prix des logements restant constant pendant 15 à 20 ans, le « tunnel » n'étant rejoint que sous le lent effet de la croissance du revenu par ménage. Au vu des évolutions passées, un scénario rapide serait plus probable qu'un scénario lent, mais ce dernier ne peut être exclu. Olivier Ellure, économiste au Crédit Agricole, estime que les prix de l'immobilier français dans l'ancien sont surévalués de l'ordre de 25% en moyenne et de 35% à Paris, au regard notamment des niveaux atteints par les taux d'effort théoriques qui correspondent à la charge de remboursement annuel d'un crédit habitat rapporté au revenu annuel du ménage acquéreur. Dans un contexte de taux du crédit immobilier bas et de faiblesse de l'offre, il prévoit une baisse des prix plus forte qu'en 2012, de l'ordre de -5% à -6% en glissement annuel, soit un repli cumulé de 8% entre fin 2011 et fin 2013. D'après Pierre Sabatier, cofondateur de PrimeView 3 ci-dessous à partir de 1998, la hausse des prix de l'immobilier a cessé d'être corrélée à deux facteurs structurels à savoir, l'inflation des biens et des services, impactant directement le coût de la construction, et la hausse des revenus des ménages. Même corrigés de l'inflation, les prix immobiliers dans l'ancien n'ont augmenté de 110% depuis 1998. Et sur la même période, l'écart entre ces prix et le revenu moyen des ménages français s'est creusé de 87%, selon Pierre Sabatier 4. La baisse des taux d'intérêt et l'allongement de la durée des prêts, de 14 à 20 ans, ont permis d'accroître de 92% la capacité d'emprunt des ménages français. En parallèle, les aides fiscales et le prêt à taux zéro n'ont pu qu'accentuer ce phénomène. Pour l'Institut PrimeView, le marché immobilier français serait une bulle gigantesque, dangereuse car elle concerne l'ensemble du territoire et qu'elle est fragile à toute évolution financière ou réglementaire défavorable. D'après le président de PrimeView, les prix baisseront d'au moins 35% à 40% pour les 5 à 10 ans à venir pour des raisons démographiques, de -7% à -10% par an jusqu'en 2015, puis de -3% à -5% les années suivantes. En dehors d'une approche purement spéculative de la hausse des prix de l'immobilier, le cabinet indépendant de recherche économique et financière PrimeView se positionne sur un changement de cycle immobilier essentiellement pour des raisons de structure démographique, en anticipant que, pour les 25 prochaines années, avec l'arrivée progressive des baby-boomers à l'âge de cessation d'activité, le nombre de vendeurs nets d'immobilier, c'est-à-dire les plus de 59 ans, va être supérieur de 1,3 million au nombre d'acheteurs nets. Ce déséquilibre entre l'offre de biens immobiliers et la demande provoquera une baisse des prix, malgré une faible sensibilité des prix de l'immobilier à l'offre de biens immobiliers. En effet, J. Frigui précise que l'élasticité du prix des logements par rapport à leur nombre semble être de l'ordre de -1 ou -2. Même s'il y avait 1 million de logements supplémentaires en France, soit 3% du parc, toutes choses égales par ailleurs, le prix des logements ne serait plus faible que de 3 à 6%. B. La conjoncture actuelle propice à une baisse sensible de la demande de logement. Les candidats à l'acquisition d'un logement sont moins nombreux. Par conséquent, l'agence Standard & Poor's anticipe un recul de 5% des prix de l'immobilier français en 2013 et 2014. Nonobstant la baisse des taux de crédits immobiliers, le pouvoir d'achat des possibles acquéreurs diminue. Le pouvoir d'achat des ménages français a reculé de 0,3% en 2008, de 0,1% en 2011 et de 0,4% en 2012, INSEE. La hausse de la pression fiscale, désindexation du barème de l'impôt sur le revenu, contributions exceptionnelles pour les contribuables de l'ISF, etc., liées aux mesures de rigueur prises pour réduire le déficit public est le principal facteur de cette régression. La solvabilité des ménages français et les leviers du soutien de l'État au secteur de l'immobilier s'étiolent peu à peu et rendent plus difficiles les transactions sur le marché immobilier. Les restrictions concernant les avantages fiscaux tels que la fin du dispositif cellier ou du prêt à taux zéro pour l'ancien, la taxation de la plus-value pendant 30 ans sur les résidences secondaires, etc. contribuent à la morosité du marché immobilier. Un phénomène accentué par la dégradation du marché du travail français qui pèse sur les revenus d'activité. La hausse du chômage, 10,6% au quatrième trimestre 2012, et le ralentissement des salaires freinent l'initiative des acheteurs et favorisent la baisse des prix en 2013 à 2014.
Les ménages français sacrifient une partie de leur épargne dont le taux est passé de 16,1% fin 2011 à 15,6% fin 2012 pour maintenir plus ou moins leur niveau de dépenses. La consommation à tendance,